Vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc, très heureuse de vous retrouver pour ce JT du 27 mai 2020. Dans l'actualité ce soir, ils sont 280 salariés pour le moment sur la touche dans l'attente d'une réouverture hypothétique. Les salariés et la direction du casino de Divonne-les-Bains sont comme beaucoup dans l'incertitude. Pour l'heure, aucune date n'a été fixée pour la reprise d'activité. Une reprise qui s'annonce forcément compliquée pour mettre en place les gestes barrières. Reportage de Jean-Paul Crespi. Quelques idées pour s'aérer le corps et l'esprit dans ce journal. Victoria Lopez nous emmène sur la plage d'Aix-Nevez. Dans ce journal, elle est de nouveau ouverte. Emmanuel Jaude nous propose une superbe rando jalonnée de beaux points de vue sur le lac d'Annecy. Mais avant, utilisons l'eau avec parcimonie. C'est le cas tout au long de l'année pour économiser ce bien précieux. C'est particulièrement le cas en ce moment en Savoie. La préfecture vient de placer le département de la Savoie en vigilance sécheresse. Sur de nombreux secteurs du département, malgré un mois de mai assez arrosé, les débits des cours d'eau sont bas pour la période. Après un hiver majoritairement bien arrosé mais assez chaud, le département a connu un printemps contrasté, marqué par une période remarquablement sèche entre mi-mars et fin avril. Les débits des cours d'eau et le niveau des nappes ont baissé de manière très importante lors de cette période sèche. Les pluies qui ont suivi ont permis une amélioration importante mais temporaire. Les prévisions ne prévoient pas de pluie importante dans les 10 prochains jours et des températures plutôt élevées. La baisse des niveaux d'eau pourrait donc s'accélérer. Alors même si le niveau de vigilance n'impose pas de mesures particulières aux usagers, le préfet de la Savoie appelle donc chacun à une utilisation parcimonieuse de l'eau et incite aux économies. Et vous aurez rectifié que je parlais bien de la Savoie et que nous avions des images du lac d'Annecy, mais la situation d'un point de vue sécheresse est aussi tendue sur la Haute-Savoie. Je vous le disais en titre, ils sont parmi les oubliés du déconfinement. Les casinos, la Haute-Savoie en compte 7, la Savoie 4. Ces établissements cherchent aujourd'hui à anticiper une réouverture qui pour l'instant reste sans date. Une réouverture devenue un véritable casse-tête pour les gestionnaires. Comment assurer la sécurité sanitaire dans un établissement où les clients ne cessent de toucher les machines à sous, les cartes ou encore les jetons? Jean-Paul Crespi s'est rendu dans l'un des 38 établissements du groupe Partouche, celui de Divonne-les-Bains. Le domaine de Divonne et son casino attendent avec impatience une autorisation de réouverture, même si aucune date n'est à ce jour avancée. Depuis plus de 2 mois, ces 245 machines à sous et jeux automatiques, ainsi que ces tables de jeu sont contraintes au silence. Réduit au silence également son hôtel de 133 chambres et ses 5 restaurants. Dans l'attente d'une décision ministérielle, les équipes du casino réorganisent les salles et travaillent déjà sur les protocoles sanitaires qui seront mis en place pour accompagner sa réouverture. Et de citer notamment le port du masque et des gants obligatoires, une distance physique élargie à 1 mètre entre les machines à sous, une désinfection après chaque passage et d'astucieuses protections en plexiglas. Les jeux électroniques seront les seuls à réouvrir. Donc la salle des jeux sera fermée, le restaurant donc n'existera plus, le bar n'existera plus, automatiquement ça génère un chiffre d'affaires en moins qui sera très important pour la société et pour le casino. Donc on ne sait pas, mais 30-40% ouais, peut-être du chiffre. Après on verra, les 15 premiers jours déjà on verra l'impact qu'il y a et on pourra définir notre futur budget jusqu'à la fin de l'année, mais automatiquement il y aura un impact qui sera très très lourd. On sait qu'un casino donc est ouvert 365 jours sur 365, ne ferme jamais, est ouvert tous les veilles de fête, les jours fériés, est ouvert tout au cours de l'année. Jamais j'aurais pu penser découvrir une telle morosité et une telle tristesse dans nos établissements. Pour parvenir à respecter les contraintes sanitaires, 53 machines à sous seront supprimées et sa salle de restauration fermée. Seules 200 personnes seront admises dans la salle de jeu au lieu des 1300 personnes accueillies en fin de semaine avant le confinement. À la salle des jeux, la table de blackjack devrait accueillir quant à elle 3 joueurs au lieu des 7 habituellement. Ce qui est très compliqué, c'est d'anticiper, puisqu'on souhaite être prêt. On sait que pour effectuer des déplacements de machines à sous dans nos établissements, déjà on a des règles à respecter auprès du ministère de l'Intérieur qu'on doit prévenir avec un préavis pour pouvoir bouger chaque machine. Mais ce qui a été le plus compliqué, c'est de retirer 25% de notre parc machines à sous, retirer 25% de machines
pour pouvoir respecter les soi-disant 1 mètre que nous allons être obligés de respecter entre chaque machine et la distanciation sociale aussi qui sera à respecter. Si le domaine de Divonne organise déjà sa réouverture, une projection financière valide cependant une perte d'exploitation après ouverture de plus de 50%. Cette perte financière devrait mettre en difficulté les 280 collaborateurs de l'établissement, mais également les finances de la commune, puisque 15% des profits générés par les jeux lui sont destinés. Ouvrir devient désormais plus qu'une urgence, une nécessité pour toute l'économie locale. Eux aussi se disent les oubliés de la crise, les gestionnaires des boîtes de nuit et discothèques, fermées depuis le mois de mars également. Elles seront certainement parmi les dernières à rouvrir. Clémence Roaldès et Andrea Desconches ont rencontré le gérant de l'un de ces établissements à Annecy. On regarde le reportage. Il est particulièrement inquiet. Voilà, c'est vide. On peut accueillir normalement ici 252 personnes. Aujourd'hui, on n'en a plus depuis le 15 mars. On a 0 personne. On ne sait pas combien demain on va pouvoir en accueillir. C'est une catastrophe. Moi, je ne sais plus quoi vous dire. On ne sait pas où on va. On ne sait pas combien de clients on va pouvoir rentrer. On ne sait pas dans quelles conditions sanitaires on va pouvoir accueillir les gens. Les 1200 discothèques de France sont fermées. Et c'est un véritable casse-tête sanitaire qui s'installe sur la piste de danse. Masques, gants, distanciation physique, autant d'éléments qui semblent difficiles à mettre en place. Les gants, je les ai proposés aujourd'hui. On verra si on les utilise ou pas. On ne sait pas si on doit les utiliser. C'est vrai que c'est pas évident de manier des verres avec des gants. Faire des cocktails avec des gants, c'est pas de la rigolade. Je veux dire, moi j'en ai parlé à mon personnel, ils sont pas très contents aujourd'hui de l'apprendre, mais si on n'a pas le choix, on fera avec. Et puis on ne sait pas ce qu'on va nous demander de plus. Donc, et puis quel coût ça va avoir. C'est surtout quel coût ça va avoir. Quelles aides on va avoir pour ça. C'est hyper important. Depuis le 15 mars, l'établissement d'Hugo a déjà perdu une dizaine de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Un dommage pour lequel les assurances ne jouent pas le jeu selon le gérant. Aujourd'hui, on a une perte d'exploitation qui est assez évidente. On n'a même pas une partie de la perte d'exploitation qui est prise en compte. C'est gravissime. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous laisser crever aujourd'hui, on n'a rien. On n'aura rien. On a les charges aujourd'hui qui continuent à se développer. Donc moi j'ai mes loyers qui sont en cours, toutes les charges sociales, tout est reporté, mais un jour il va falloir les payer ces charges. Il va falloir les payer, ça va être une catastrophe. Il va y avoir des faillites on ne va plus les compter, le nombre d'établissements qui vont tomber. De toute façon, on va se retrouver dans la rue, il y a la moitié qui vont disparaître. Avec les discothèques fermées, les propriétaires redoutent une hausse de l'insécurité pour leurs clients. On ne peut pas aujourd'hui prévoir qu'une personne dans un appartement lambda avec, 10, 15 personnes dedans. Déjà niveau sanitaire, il n'y aura rien qui sera contrôlé. Au niveau de la sécurité, les gens vont boire, ils ne vont pas contrôler leur dose d'alcool. Et puis, il n'y a personne qui va les arrêter pour partir, pour prendre leur voiture, quoi. Pour l'heure, aucune date de réouverture n'a été évoquée par le gouvernement. Et eux aussi attendent leur réouverture avec impatience. Les restaurateurs, elles devraient pouvoir avoir lieu à partir du 2 juin dans les départements verts. C'est le cas, je vous le rappelle, pour les départements savoyards. Le discours du Premier ministre demain, jeudi, à 16h, doit le confirmer. Mais les conditions précises ne sont toujours pas connues et la situation économique des professionnels devient très compliquée. C'est pour cela que les restaurateurs de la région ont décidé d'envoyer ce mercredi sur les réseaux sociaux ces photos de leurs vitrines avec des tables, des tabliers, des verres retournés. Au travers de cette opération, les professionnels ont voulu montrer en images un monde sans bar, sans restaurant, sans café. Vous voyez là donc quelques devantures annéciennes. Vous pouvez retrouver ces différentes photos et témoignages sur les réseaux avec le hashtag #atable. Et en attendant les conditions et la date définitive de leur réouverture, il a fallu être créatif, comme tous les restaurateurs de France. Patrice Ledoré, chef du restaurant Aromatique à Annecy, a dû fermer son établissement le 14 mars dernier à minuit. Dans l'attente de retrouver ses clients en salle et en terrasse, il propose des plats à emporter. Sébastien Germain l'a rencontré. L'adrénaline et l'excitation d'une cuisine en mouvement, tout ce qui fait le charme de la restauration et qui a cruellement manqué à Patrice Ledoré et son équipe. Privé d'activité depuis le 16 mars dernier et l'annonce du Premier ministre, le chef du restaurant Aromatique a choisi de proposer des plats importés pour le moment. On a fermé donc le 14 mars, 15 avril, vers le 20 avril, je me suis dit début mai, je vais essayer de faire la vente emportée.
pour voir, comment ça se passe, quoi. Je n'avais pas envie non plus de rester sans rien faire pendant éternellement. On était déjà confinés chez nous en plus. Donc je m'étais dit, pourquoi pas essayer d'aider aussi à faire marcher l'entreprise d'une part, plus après essayer de donner un peu une vie à des gens du quartier. Et pour cette période de transition, c'est toute l'organisation et le fonctionnement du restaurant qui ont été modifiés. De 7 en temps normal, le nombre de personnes présentes actuellement est passé à 2. On ouvre donc le jeudi midi et soir jusqu'au dimanche midi. Jeudi, vendredi, samedi, toute la journée, midi et soir, avec le dimanche midi. Et donc on fait une préparation le mercredi pour préparer tout ce qui est en amont. On est 2, donc forcément... Il y en a un qui va faire la vente, après moi je m'occupe de la vente, après il faut mettre tout en boîte, etc., préparer les commandes, donc forcément ça demande un peu plus de travail en amont. C'est comme le vélo, ça se perd pas, quoi. Non, oui, on a retrouvé les habitudes. Au contraire, moi pour ma part, j'étais content de revenir, content de retravailler, mais pour ceux qui n'ont pas fait de vente à emporter, qui n'ont pas travaillé, je pense que ça va être un peu plus compliqué, la reprise. Lancés il y a presque un mois, les plats emportés d'Aromatique ont depuis leur petit succès. Et les gourmands répondent présents et apprécient cette nouvelle façon de déguster une cuisine raffinée. Alors nous avons vu une petite affichette chez un commerçant et on avait envie, étant donné qu'en ce moment il n'y a pas de restaurant, on avait envie de se faire plaisir à goûter les bons plats, les bons petits plats chez soi, comme au restaurant. Eh bien, les plats sont excellents et surtout, dans un menu, c'est très bon, très bien préparé du début à la fin. Alors qu'Édouard Philippe doit apporter de nouveaux éclairages sur la réouverture des restaurants ce jeudi, le chef annécien, lui, a déjà l'esprit tourné vers le futur. Donc on va réouvrir, logiquement la semaine prochaine, si tout se passe bien. Après, je ne sais pas comment va se passer la réouverture. Est-ce que les clients vont être au rendez-vous? Est-ce qu'on a plein de points d'interrogation et pas beaucoup de réponses, mais en tout cas, nous, on est prêts. On a envie de réouvrir, on est motivé et on n'attend plus que les clients. Qu'importe la décision à venir des pouvoirs publics, Aromatique continuera ses plats emportés pour combler son manque à gagner, mais aussi parce que la formule séduit. En bref, du côté de Cluse, constatant que les gestes barrières et de distanciation ne sont pas respectés à l'occasion du marché de la Sardagne qui a lieu tous les jeudis après-midi, le maire Jean-Philippe Mas a pris un arrêté municipal imposant désormais le port du masque pour accéder à ce marché. Cet arrêté prend effet dès le marché de demain. Nous sommes le 27 mai, journée nationale de la résistance. Elle correspond à la date de la première réunion du Conseil national de la résistance, présidée par Jean Moulin le 27 mai 1943 à Paris. C'est à l'occasion de cet hommage et du 76e anniversaire de la libération en Haute-Savoie qu'une cérémonie, vous le voyez, a été organisée ce mercredi à la nécropole nationale des Glières à Morette. Une cérémonie pour rendre hommage aux maquisards du département. Clémence Roaldès était sur place il y a quelques instants. Elle a tendu son micro à Yvan Morel, chef de corps du 27e BCA. C'est aujourd'hui la journée nationale de la résistance. Je crois que ce département sait ce qu'il doit à la résistance, aux forces unies de la résistance, et qui sont symbolisées par le plateau des Glières. Mais j'ai aussi une pensée particulière pour tous les maquis de la Haute-Savoie, qu'ils soient du Chablais, aux alentours ici de Thônes, Manigot et les autres. Tous ceux qui, armées secrètes, francs-tireurs et partisans de tous les bords, ont décidé de vaincre ensemble pour la France. Et on le commémore ici aujourd'hui dans un comité un peu restreint, puisque c'est encore cette crise sanitaire qui nous touche. Mais je crois que c'était important d'être présent et de le faire. Notre pays, connaissant une crise sanitaire, connaissant quelques doutes sur sa capacité à faire face demain aux difficultés qui pourraient survenir, a besoin d'être ensemble, a besoin de se souvenir de ces moments douloureux qu'on a su affronter et dans lesquels justement la solidarité des uns et des autres a permis d'aller de l'avant et de continuer à vivre libre. Vous savez, la devise des Glières, c'est vivre libre ou mourir. Aujourd'hui, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de menace vitale, mais il y a quand même des angoisses profondes. Nous, on représente des institutions, on représente aussi des valeurs qui veulent perpétuer ça. Aujourd'hui, c'est la reconnaissance pour ceux qui ont donné leur vie. Vous savez, on est dans un cimetière, en tant que moi-même, famille de quelqu'un enterré ici, Tom Morel, bien sûr, à côté du capitaine Angeau. Vous savez,
on est quand même toujours remué et reconnaissant pour le don de leur vie qui a été fait. Et puis aussi plein d'espoir, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui vont de l'avant, qui se réunissent, qui ont envie de faire en sorte que ce pays aille de l'avant. Et pardon pour l'erreur sur le synthé, il s'agit bien d'Yvan Morel, chef de corps du 27e BCA. Un mot de politique, les conseils municipaux d'installation se poursuivent tout au long de la semaine dans la grande majorité des communes des Pays de Savoie. Seules 70 communes devront retourner aux urnes le 28 juin prochain pour un deuxième tour. Dans les villes et villages où le premier tour a suffi, reste aux conseils municipaux d'élire leurs maires et adjoints, des conseillers municipaux d'installation d'ordinaire public qui se tiendront à huis clos. Celui d'Aix-les-Bains aura lieu demain à 14 h. Vous pouvez le suivre en direct sur le site internet et la page Facebook de la mairie d'Aix-les-Bains. Celui de Saint-Julien aura lieu également demain jeudi à 17 h. Il est également à suivre en direct sur le site internet de la mairie. Enfin, le conseil municipal d'installation d'Annemasse aura lieu également demain à 18 h 30. Notre idée du jour nous emmène au bout du lac d'Annecy avec l'un des rares festivals maintenus cet été, celui du Festival des Cabanes. Et avec nous pour en parler, Philippe Burguet, le directeur de ce Festival des Cabanes. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Ça y est, je vous entends. Bonsoir. Bonsoir. Donc je le disais, vous êtes l'un des rares festivals maintenus dans l'été. Alors on le rappelle, ce festival, 16 cabanes d'architectes, dont 12 construites dans des lieux forts du territoire des sources du lac d'Annecy. C'est en résumé le principe. C'est la 5e année qu'il est organisé. Quel est le point commun entre ces différentes cabanes ? Le point commun, c'est qu'elles sont toutes conçues et réalisées par des architectes. Elles font toutes environ 6 mètres carrés, 3 mètres cubes de bois, et puis elles sont toutes des créations libres, c'est-à-dire que les architectes ne sont pas du tout soumis aux réglementations habituelles d'urbanisme, de construction, c'est-à-dire qu'on les laisse complètement libres de construire la cabane qu'ils ont envie de construire. Quel est l'état d'esprit de ce festival ? L'état d'esprit, c'est pour le public, c'est la rencontre avec la nature, c'est montrer qu'on est en capacité de faire de l'architecture contemporaine avec des éléments simples, avec un élément simple qui est le bois, donc vraiment des planches de scierie, et qu'on peut arriver à des choses vraiment très élaborées et très intéressantes. Et après, on est dans un contexte de vacances, de rencontres. On a des architectes qui viennent du monde entier, même si cette année, c'est un petit peu compliqué. On a été obligé d'annuler notamment une cabane russe qu'on fera venir l'année prochaine. Mais l'état d'esprit, c'est la découverte, la convivialité et puis l'architecture. Je l'ai dit en introduction, vous êtes l'un des très rares festivals à se maintenir cet été. Comment c'est possible? Pourquoi? Est-ce que vous avez dû vous adapter? Alors manifestement, vous avez dû revoir un petit peu le programme? Oui, alors on a revu le programme, c'est-à-dire qu'on avait 150 candidatures du monde entier. Effectivement, certains candidats n'ont pas pu venir, d'autres ont réussi à s'arranger. Ça a été un petit peu compliqué pendant la période de confinement. Dans un premier temps, on était comme tout le monde, on s'est dit on ne va pas le faire. Et puis après, on a réfléchi aux conditions sanitaires. Effectivement, nous, les gens, même si les visiteurs sont nombreux, on arrive à accueillir entre 20 et 30 000 visiteurs par an. Mais en fait, toujours par petits groupes, toujours dans la nature. Et du coup, les conditions sanitaires, la distanciation physique était assez facile à respecter. On a travaillé comme ça. Et puis après... on nous a beaucoup poussé à continuer puisqu'effectivement, on ne présentait pas de risque majeur, que ce soit la région, le ministère de la Culture m'a appelé plusieurs fois pour me demander de continuer. Et je pense que celle qui nous a décidé, c'est ma marchande de fromage, parce qu'elle m'a dit, il n'y a plus personne dans les campings, et si tu veux qu'on vende du fromage cet été, ça serait bien que tu le fasses quand même. Voilà. Alors, comment on profite au mieux de ce festival? Alors après, si j'ai bien compris, on va acheter le bon fromage du coin. Mais comment on profite au mieux de ce que vous allez proposer? Ça a coupé. J'ai entendu que le début de la question, mais je vais quand même tenter de répondre. Comment on profite au mieux de ce festival? Les cabanes sont des
sont des œuvres d'art. Le principe du festival, c'est de faire de l'architecture située, contextualisée, c'est-à-dire qui s'inscrit dans un environnement, qui respecte l'environnement. C'est un peu une question d'actualité aujourd'hui, c'est quelle place doit prendre l'homme dans la nature. Je pense que c'est une question un peu prégnante en ce moment. Mais on ne définit pas d'usage à la cabane, c'est-à-dire qu'on ne dit pas a priori la cabane va servir à faire des pique-niques ou la cabane va servir à dormir la nuit. Ça, on laisse les visiteurs déterminer eux-mêmes l'usage qu'ils peuvent avoir de la cabane. Et du coup, on a, les gens, il y a plein d'usages possibles, du plus familial au plus coquin. Voilà. Alors ça aura lieu de juillet à novembre. J'ai encore une petite coupure, je pense qu'on a quelques problèmes de connexion. C'est la magie du... c'est la magie. Voilà, donc pour revenir sur l'architecture située, le principe c'est effectivement de veiller à ce que l'architecture rentre en cohérence avec le paysage et que tout ça soit harmonieux. Voilà. Je vous entends, donc vous pouvez me reposer une question. Donc le festival aura lieu de juillet à novembre. Hein, c'est un festival dont on peut profiter sur la longueur. À partir de quand ça peut commencer pour les gens du coin? Alors, au début, on pensait être très en retard à cause du virus, du confinement. On a fait un jury très compliqué par téléphone avec des gens qui étaient dans toute la France. On a passé une journée complète au téléphone, c'est très compliqué. Donc on s'est dit on n'arrivera jamais à construire avant mi-juillet. Et en fait, on a tellement travaillé, on a tellement essayé de ne pas être en retard qu'on risque d'être un petit peu en avance. Mais disons que dès début juillet, la quasi-totalité des cabanes seront construites. On en a déjà entamé une, on en commence 3 autres ce week-end. Donc dès fin juin, début juillet, les gens pourront visiter les cabanes à pied, en vélo, en se renseignant sur le Facebook, sur le site internet. Voilà. Eh ben, merci beaucoup et puis on se fera un plaisir de venir vous rendre une petite visite. Merci beaucoup Philippe Burguet. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Une autre idée pour profiter de notre belle région sur les bords du Léman cette fois-ci. La plage d'Aix-Nevez reprend vie petit à petit. Depuis le 15 mai, certaines activités nautiques, sportives ou de loisirs ont pu redémarrer. Nous avions rencontré pendant le confinement le gérant de l'un des snacks de cette plage. Victoria Lopez est allée prendre de ses nouvelles alors que son établissement vient d'ouvrir. Reportage. Mi-avril, Michael Pierroz nettoyait son snack dans l'attente de la fin du confinement et de la réouverture de la plage d'Aix-Nevez. Depuis quelques jours, les pédalos, paddles et promeneurs se réapproprient les lieux. Michael a donc décidé d'ouvrir son snack avec de la vente à emporter uniquement. On voit que les gens ils reviennent à la plage, ils sont contents de nous voir, ils sont contents de pouvoir revenir au bord de l'eau. Donc je suis plutôt confiant. Après on va voir surtout ce qu'ils disent par rapport au camping, parce qu'on travaille beaucoup essentiellement avec des campings aussi aux alentours. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner à ce niveau-là, mais par contre, sinon, avec les gens, non, je suis confiant, les gens sont contents et ils ont besoin de revenir à la plage, on le sent. Et en plus, ils sont très respectueux, on voit très bien que les gestes barrières, ils sont respectés, donc il n'y a pas de problème avec ça. L'accès à la plage reste limité jusqu'au 2 juin. La plage d'Aix-Nevez est ouverte en mode dynamique, c'est-à-dire qu'on a le droit de se promener, on n'a pas le droit de s'arrêter pour bronzer, pour pique-niquer. On n'a également pas le droit de se baigner, comme sur toutes les autres plages de France. Par contre, on a le droit de venir ici donc pour faire du pédalo, du kitesurf, du wakesurf, du paddle, du canoë et du kayak. Donc soit avec son propre équipement, soit en louant des équipements directement sur la plage. Les promeneurs restent rares, mais s'arrêtent volontiers chez Michael. Là, je fais une randonnée, donc je vais jusqu'à Ivoire. Je passe par le petit snack, donc c'est nickel. On est venu en se promenant et on a vu que c'était ouvert là en repartant. Et on a entendu qu'on pouvait pas rester assis trop longtemps. Michael n'a pas pu installer sa terrasse, mais il s'est adapté à ce nouveau contexte. D'ordinaire, son restaurant est ouvert dès la fin avril. Malgré la perte engendrée par le confinement, le gérant reste optimiste pour la suite de la saison. Là pour l'instant on n'est que 2, donc à partir du week-end prochain on sera 4, on va passer à 4 et après on espère pouvoir embaucher notre équipe au complet pour qu'on en soit 7 pendant la saison normale. De nouvelles annonces du gouvernement sont attendues ce jeudi pour la 2e phase de déconfinement.
Des précisions sur la réouverture des restaurants et autres lieux d'accueil du public devraient être apportées. Puisque l'on peut enfin profiter de nos belles montagnes, nous vous proposons quelques petites idées pour randonner, seul ou en famille. Cette semaine, Emmanuel Jaude a choisi de vous faire découvrir les crêtes du Taillefer, une boucle assez simple mais ponctuée de nombreux belvédères. La balade peut devenir assez rapidement engagée en fonction des chemins empruntés. Comptez 3 heures environ pour 500 mètres de dénivelé. Un grand classique du lac d'Annecy à découvrir absolument. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un petit topo, une bouffée d'air frais qui va nous emmener depuis le lac d'Annecy jusqu'à tout là-haut, les crêtes du Taillefer. Allez, c'est parti, suivez-moi. On a donc posé notre voiture au pied de l'église de Douin pour prendre le petit sentier qui va nous mener en un premier temps sur le chemin de Jésus à la découverte de la grotte de Notre-Dame-du-Lac. Première étape très facile en attendant les crêtes un petit peu plus haut, voire plus pour les motivés et ceux qui n'ont pas le vertige. On va voir ça. Petite rando donc idéale pour une sortie en famille mais qui conviendra aussi aux sportifs avec plusieurs extensions de parcours possibles. Ponctué de nombreux panoramas sur le lac d'Annecy, les Bornes et les Bauges, l'itinéraire reste essentiellement dans la végétation. Très agréable donc malgré les fortes chaleurs. Je crois que j'ai fait la rando une petite semaine trop tôt. C'est encore blanc, raté. Et après une petite demi-heure, on sort sur les belvédères de la crête. Si le balisage est sporadique, pas ou peu de questionnements sur l'itinéraire, le sentier étant très bien tracé. Depuis la grotte de Notre-Dame-du-Lac, suivre le Crêt du Bourg jusqu'aux Terres Noires à 650 mètres d'altitude. De là, une sente indiquant le mont Gerbet permet de boucler la balade pour les petits marcheurs ou les familles avec des enfants. Pour autant, pour les motivés, c'est là que la randonnée devient véritablement intéressante. Quelques petits passages rocheux mènent en effet à la suite de l'itinéraire. Depuis le parking, il faut donc compter une petite heure de marche pour atteindre le point culminant, le fameux Crêt du Bourg et son belvédère aménagé à 765 mètres. Après une heure de marche, on a fait vraiment l'essentiel du dénivelé. On arrive vraiment sur les beaux points de vue du petit lac, comme vous pouvez le voir derrière moi, bout du lac, Doussard, La Tuile, Chaparon et la réserve au fond. Bref, un super panorama. Mais je crois que nous, on continue juste encore un petit peu derrière. À partir de là, on arrive sur la carrière. Sur son côté sud, il faut rester vigilant. Une sente discrète part sur la gauche, jalonnée de petits cairns. Moyennant un pas d'escalade facile, on arrive au passage des Serrassons. Itinéraire engagé, très vertical, même si la végétation dense permet de ne pas se rendre compte de la falaise en contrebas.
main courante permet de rester sur le bon itinéraire. Pas vraiment de difficulté pour les personnes ayant le pied montagnard, même si le chemin peut vite devenir glissant avec la pluie. Moyennant quelques pas de désescalade facile et une échelle, on retrouve assez vite le plat. De là, suivre le sentier jusqu'à la piste forestière que l'on suit par la gauche. Une piste qui vous ramènera sur Brédannes et les bords du lac. De là, on atteint rapidement la piste cyclable qu'il vous faudra suivre jusqu'à votre point de départ. Pour ce tour, il vous faut compter 3 bonnes heures en prenant en compte la petite pause déjeuner avant la redescente. Un classique du lac d'Annecy qui peut pourtant être parfois victime de son succès, surtout en période estivale. Et voilà pour le joli topo signé Emmanuel Jaude qui a dû faire des allers-retours pour les prises de vue. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe, merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. On se retrouve demain pour une nouvelle page d'info en Savoie-Mont-Blanc dès 18 h en direct. En attendant, restez connectés avec nous sur nos réseaux sociaux. Passez une très belle soirée. À demain.